1er mars, nous devrons nous souvenir de ce 1er mars 1982, où la sonde soviétique Venera 13 nous a envoyé les premières images en couleur de la surface de Vénus. C'était un fameux exploit qui mérite d'être raconté. Le lancement avait été effectué 4 mois plus tôt. La date n'était pas choisie au hasard. Il fallait bénéficier de la fenêtre de tir qui, le 30 octobre 1981, à 4 heures du matin, était optimale. Le projet était super compliqué. Et pour se donner plus de chance, les Russes envoyèrent 5 jours plus tard Venera 14. Chaque sonde avait un orbiteur et un atterrisseur et pesait 760 kilos. La survie n'était prévue que pour 32 minutes. C'est que Vénus est un milieu particulièrement hostile, avec une température de 450 degrés et une pression de 90 atmosphères. Mais c'était du solide. Et finalement, au-delà des espérances, Venera 13 a survécu un peu plus de 2 heures et a eu le temps d'envoyer 2 photos couleur. L'orbiteur a lancé l'atterrisseur dans l'atmosphère de Vénus, à 50 km de hauteur, et il est tombé soutenu par un parachute. Il était muni de caméras et de bras à ressort pour mesurer la compressivité du sol de la planète. Il a même pu faire une analyse du sol de Vénus. L'atterrisseur envoyait ces données à l'orbiteur qui les renvoyait vers la Terre. Et c'est là qu'il y a eu une mauvaise interprétation d'une photo qui a provoqué une vraie dinguerie. C'est Léonide Xanfomaliti de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie qui, en voyant les photos, a cru y voir des signes de vie. Il avait vu un disque qui semblait avoir été en mouvement puisqu'il avait laissé des traces sur le sol. Était-ce un signe de vie, alors même que la température de Vénus est plus élevée que celle de l'eau bouillante? Penses-tu? N'importe quoi. C'étaient les caches des objectifs photo qui avaient été éjectés par un petit ressort et qui avaient atterri à peine plus loin. Toujours en mars, le 4 mars 1979, la sonde américaine Voyager 1 s'approche de Jupiter et surprise, Jupiter aussi a des anneaux. Oh, ils sont bien plus discrets que ceux de Saturne qu'on connaît depuis Galilée, mais ils sont bien là, si discrets qu'on ne les voit pas sur cette image de la NASA qu'on doit à Voyager 1. Et quelques jours plus tard, le 8 mars, en poursuivant sa route, Voyager 1 s'approche de son satellite Io et révèle son incroyable volcanisme. C'est l'élément le plus volcanique de tout le système solaire. C'est sûr. Le Stromboli, le Vésuve et l'Etna peuvent se rhabiller. À côté d'Io, ce ne sont que des taupinières fumantes. C'est impressionnant toutes ces images du ciel. Mais il faut bien se rappeler que tout ça a commencé un jour, et qu'avant que ça ne commence, ça n'existait tout simplement pas du tout. Comme tu as raison de nous le préciser, Dorothée, et j'ai des preuves. Sais-tu que la première fusée à carburant liquide date du 16 mars 1926, il y a tout juste 100 ans. Elle a volé pendant 2 secondes et demie, et elle s'est élevée à une hauteur de 12 mètres au-dessus de son plan de tir au Massachusetts. Son inventeur était Robert Goddard. Il l'a appelé Nell. Il faut un début à tout, et ce pionnier a été honoré en 1959 quand on a donné son nom au centre de recherche de la NASA à Washington.
Il y aurait encore beaucoup d'événements à citer, découverts en mars, et dont nous fêtons l'anniversaire. Par exemple, cette première photo de la Lune, prise depuis le toit de l'Université de New York le 23 mars 1840, est réalisée par John William Draper. Je sais, Dorothée va dire qu'on ne voit pas grand-chose. En fait, Chloé, il faut bien dire qu'on ne voit pas grand-chose. Mais c'est un daguerreotype Dorothée. Ce sont les premiers balbutiements de la photographie. Une exposition de 20 minutes, et on voit quand même bien nettement un croissant lunaire. Et le 25 mars 1655, Christian Huygens découvre Titan, la plus grande lune de Saturne. Christian Huygens est un mathématicien et astronome qui a vécu à La Haye entre 1629 et 1695. C'est une sorte de Galilée hollandais qui a découvert Titan. Il a fait en 1659 une description du système solaire à 6 planètes et 6 lunes. Et, pour la première fois, il a donné une dimension de la Terre par rapport aux autres planètes du système solaire. C'était un gros progrès. Vous regardez, sous les étoiles exactement. Et on parle du ciel de mars 2026. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va voir de près la Lune. Je suis trop contente. Parce que moi la Lune elle me fait rêver. Voici la Lune. Ici, c'est dans le ciel du 3 mars à 21h. Ce sera l'occasion d'une petite révision de notre ciel. Oui, je sais, mais ça s'oublie vite. Et c'est toujours bon de se le remettre en mémoire. Vous avez reconnu Orion, la plus belle constellation d'hiver. Oui, Orion le célèbre chasseur. On voit bien son arc, mais j'ai même pas peur. Avec Bételgeuse, Bellatrix, son baudrier, et Rigel. Bételgeuse est froide, seulement 3500 degrés. Elle est donc rouge. Rigel est beaucoup plus chaude, à 11 000 degrés Celsius. Elle est donc bleue. Dites, un peu de tourisme dans le ciel, ça vous dirait? Alors, accrochez les ceintures. C'est parti! Nous partirons d'Orion. Sous Orion, un peu difficile à voir parce que les étoiles sont de basse magnitude, voici la discrète constellation du Lièvre. Elle fut nommée ainsi au IVe siècle et on la retrouve dans le fameux Almageste de Ptolémée. On dit que c'est peut-être un lièvre chassé par Orion. Plus intéressant, le grand chien avec une étoile très brillante, c'est Sirius. C'est l'étoile la plus brillante du ciel, après le soleil bien sûr. Sirius, c'est du lourd. C'est la deuxième étoile la plus brillante du ciel, parce qu'elle est gigantesque, et parce qu'elle est proche de nous, à seulement 8,6 années-lumière de la Terre.
Ça veut dire que les photons de lumière, qui ont quitté Sirius pour venir jusqu'à notre œil, sont partis en l'an 2000. Et c'est donc tout récent si l'on compare à Rigel par exemple, dont les rayons sont partis il y a 848 ans. En 1178, on construit la cathédrale de Strasbourg. Frédéric Barberousse est empereur du Saint-Empire romain germanique, et c'est Louis VII le Jeune qui règne sur la France. Cette année-là, un météorite crée un cratère nouveau sur la Lune, observé par 5 moines de Canterbury qu'on appellera beaucoup plus tard le cratère Giordano Bruno, en l'honneur du philosophe italien qui connut une fin tragique. Sirius est une étoile binaire. Sirius A est guère plus grosse que notre Soleil, et autour d'elle tourne en 50 ans une naine blanche, Sirius B, qui est éloignée de Sirius A d'environ 30 fois notre distance Terre-Soleil. On rappelle, pour ceux qui suivent de loin, que la distance Terre-Soleil s'appelle une unité astronomique. Non loin du Grand Chien, on trouve la constellation du Petit Chien, et tout près aussi la constellation des Gémeaux. En mars 2026, on trouve Jupiter dans cette constellation entre Castor et Pollux. Mais bien sûr, c'est transitoire. Jupiter va continuer son chemin pendant les mois à venir, et dans l'été, elle sera invisible parce qu'elle sera dans l'axe de visée du Soleil, qui nous éblouira bien sûr. Pas très loin de Castor et Pollux, nos deux Gémeaux, on trouve la constellation du Cancer, dessinée par les anciens comme un crabe et à peine plus à gauche, la très belle constellation du Lion, dont on n'a guère parlé jusqu'à présent, alors que pourtant le Lion occupe une place importante dans beaucoup de mythologies. En Mésopotamie, la constellation du Lion est associée au dieu Nergal. C'est le maître du monde souterrain et du feu. On retrouve ce lion dans beaucoup de bas-reliefs de cette époque, où vers l'an 3400, les gens d'ici ont inventé l'écriture. Chez les Égyptiens, le lion était bien sûr symbole de puissance, et la constellation du lion du désert, comme il disait, était liée à la déesse Sekhmet, protectrice du pharaon. Chez les Chinois, cette constellation représente le dieu de la guerre, un puissant guerrier très fort et d'une grande bravoure. Plus proche de nous, dans la mythologie grecque, c'est l'histoire du lion de Némée qu'on retient. Il avait une peau impénétrable et terrorisait la région de Némée, si bien qu'Héraclès, Hercule si vous préférez, avait dû l'étrangler pour en débarrasser la région. C'était l'un de ses fameux 12 travaux. Moi, je n'étais pas née, mais à ce qu'on m'a dit, ça n'a pas été simple. Mais Héraclès a été récompensé. Avec les griffes de la dépouille du lion, il a déchiré sa peau et s'en est fait une armure impénétrable. Au final, ça valait le coup d'avoir sué un bon coup. Cette constellation est facile à reconnaître car elle ressemble à un lion couché, avec une imposante crinière et une queue recourbée. C'est la 12e plus grande constellation du ciel visible au printemps et en été. Son étoile la plus brillante est Régulus, ce qui veut dire le petit roi en latin. Elle est 3,5 fois plus grande que le Soleil et 140 fois plus lumineuse, mais elle est à 79 années-lumière. En réalité, cette étoile est un paquet, on dit plutôt un système stellaire, de 2 paires d'étoiles qui tournent les unes autour des autres.
4 étoiles, comme 4 soleils qui se tournent autour. C'est un bel endroit pour aller bronzer. Denebola est la deuxième plus brillante de la constellation, 2 fois plus grande que le Soleil, 15 fois plus lumineuse, mais à 36 années-lumière. On dit que Denebola forme le triangle de printemps avec Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge. C'est un beau triangle presque équilatéral qui peut vous aider à retrouver ces étoiles. Et il y a aussi Algieba, l'étoile la plus brillante de la crinière du Lion. C'est une étoile double à 130 années-lumière de chez nous. C'est l'occasion de rappeler que, dans la Voie lactée, les astronomes estiment qu'une étoile sur 2 est une étoile double ou un système multiple avec 3, 4 parfois plus encore d'étoiles qui se tournent autour, comme la Lune tourne autour de la Terre. Il y a plusieurs objets célestes dans la constellation du Lion pour ceux qui ont un télescope ou qui fréquentent parfois les planétariums. Par exemple, la galaxie spirale NGC 3628 à 35 millions d'années-lumière. La lumière que les astronomes voient de cette galaxie l'a quittée quand l'époque sur Terre, c'était l'Oligocène. Les dinosaures avaient déjà disparu depuis longtemps, mais l'homme se faisait encore attendre. Et il faudra attendre encore longtemps. D'après mon papy, qui s'y connaît, parce qu'il a fait mai 68, l'homme, comme vous et moi, enfin surtout comme vous, apparaît en Afrique 32 millions d'années plus tard, il y a 2 millions et demi d'années. Ça fait beaucoup. Cette galaxie fait partie d'un groupe de 3 galaxies que les astronomes ont appelé le triplet du Lion, qui comprend, outre la galaxie dont nous venons de parler, M65 et M66, découverts par Messier au XVIIIe siècle. Voici le triplet du Lion. Oups, damned. Excusez-moi, c'est une erreur. Le voici en fait, le triplet du Lion. Et si l'on continue notre tour du ciel, voici le Cocher avec son étoile principale Capella. On a déjà vu le Cocher. Et voici le Taureau avec sa principale étoile Aldébaran. Dans la mythologie grecque, Zeus, roi des dieux de l'Olympe, aperçoit un jour la belle Europe jouant sur une plage. Il est séduit par sa beauté et décide de s'approcher sans l'effrayer. Alors il se déguise en un taureau blanc, affectueux. Il s'approche lentement de la jeune fille et il se couche à ses pieds. N'importe quoi. Si tu veux me séduire un jour, te déguise pas en taureau. C'est la mythologie, Dorothée. Alors, Europe monte sur son dos. Le taureau court vers la mer et il entraîne Europe parmi les flots jusqu'à l'île de Crète. Arrivé là-bas, voilà mon Zeus qui se déguise et qui redevient beau comme un dieu. C'est pire que dans Mickey Parade ton truc. De leur mariage, Ah bon? Parce qu'ils se marient en plus. Purée. C'est quand même vieux jeu leur affaire. naquit Minos, futur roi de Crète. Zeus n'était pas comme toi, Dorothée. Il avait trouvé l'histoire sympa, et pour récompenser le taureau, qui lui avait donné un sérieux coup de main... Parce que bien sûr, c'était un taureau avec des mains. Bon, ça suffit. Zeus plaça donc le taureau dans le ciel sous forme d'une constellation. C'est Aldébaran qui est l'étoile principale.
On ne peut pas la manquer. Elle est orangée, presque rouge, et elle est dans l'axe du baudrier d'Orion. 3900 degrés seulement en surface, d'où sa couleur orangée. On sait qu'elle a une planète qui gravite autour d'elle, mais peut-être plus. Son nom vient bien sûr de l'arabe et signifie « la suivante », ce qui signifie que dans le ciel, elle suit de près l'amas des Pléiades. Nous arrivons au terme de notre voyage dans le ciel de Mars. Pour aujourd'hui et plus encore, puisque ce 16e épisode clôture notre aventure. Un temps de réflexion avant peut-être, qui sait, un autre format. J'espère bien parce que maintenant, j'ai plein d'amoureux qui m'écrivent. Dorothée,